Voilà, je me tourne vers l'opposition qui depuis la rentrée reprochait le manque de parole au niveau du pouvoir d'achat du président. On a eu bien sûr ce fiasco de la vente à perte. Est-ce que ce soir le président vous a convaincu ? Manifestement pas, il a convaincu personne. Ça sent le sauf qui peut. On a eu une initiative prise par le gouvernement qui était incohérente, parfaitement incohérente, qui choquait tous les économistes. Et évidemment, on peut pas demander à une entreprise de vendre à perte. Elle ne fera pas, en tout cas, de son plein gré. On est là, en fait, sur un feuilleton qui dure depuis plus d'1 an. On nous a expliqué que l'inflation allait connaître un plateau. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas en matière alimentaire. Ça n'est pas le cas en matière de carburant. Et aujourd'hui, on a un président qui cherche absolument à écoper d'une certaine façon parce que le navire est en train de prendre l'eau. Donc, il y a une vraie question quand même qui se pose sur la relation qui existe entre l'État et les pétroliers. Moi, j'ai déposé cette semaine une proposition de commission d'enquête parce que on se rappelle qu'il y a 1 an, c'était une négociation extrêmement furtive, rapide entre Bruno Le Maire et Total qui permettait cette prime à la pompe qui était déjà un dispositif bancal curieux et qui a permis en réalité à Total de faire de très gros bénéfices puisque l'État lui-même, en la personne de Bruno Le Maire, a fait de la publicité pendant des semaines pour Total contre ses concurrents d'une certaine façon. Donc il y a des relations qui sont curieuses avec les pétroliers et aujourd'hui on voit bien que le président n'est pas maître chez lui. Il faut trouver une alternative. Donc, en réalité, ce sont les pétroliers qui gouvernent dans ce pays. Mais on le sait, puisqu'on voit bien Bruno Le Maire est devenu spécialiste du Bruno Demande. Tous les réseaux sociaux résonnent de ce hashtag. Et on voit bien que, en réalité, dès qu'il s'agit de réduire les marges, de contraindre les distributeurs, de s'assurer d'un prix pour les agriculteurs, en réalité, il n'y a plus personne. Les distributeurs en question, ce n'est pas les pétroliers. Le président de la République nous a dit tout à l'heure qu'il voulait pas d'économie administrée, etc. Bon, en réalité, il est dans la caricature. Entre la passivité et le volontarisme, il a choisi la passivité. À propos de la planification écologique, il y a un premier point qu'il faut relever, c'est que c'est une victoire intellectuelle pour Jean-Luc Mélenchon qui a fait campagne pendant 3 élections présidentielles sur le sujet et qu'aujourd'hui, on voit bien que l'idée s'est imposée. On ne mettrait pas forcément la même chose, pas la forcément les mêmes de M. Mélenchon que celle de M. Macron. Absolument, je crois qu'il ne sait pas ce qu'est la planification et je crois que Jean-Luc Mélenchon est disponible pour lui expliquer en long, en large et en travers s'il l'y invite. Plus concrètement, cette histoire de leasing, on voit bien que ce qu'il recherche Emmanuel Macron d'abord, c'est de financer des entreprises, des multinationales. Ça n'est pas de garantir le pouvoir d'achat des ménages. Le deuxième point, c'est que nous avons fait, à l'Assemblée nationale, il y avait eu une avancée, il y avait 7 milliards qui avaient été votés par l'Assemblée nationale de crédit pour la rénovation des bâtiments, pour les passoires thermiques. Bon, le gouvernement est revenu par 49.3 sur ces 7 milliards en plus. Donc, le volontarisme affiché aujourd'hui par Emmanuel Macron est creux. Par ailleurs, il n'y a rien sur les transports en commun, les transports publics. Et évidemment, aujourd'hui, si vous voulez avoir un levier majeur sur les transports, sur les émissions de CO2, vous avez besoin de transports en commun, de transports publics. Or, la libéralisation, par exemple, du rail est avancée et ça va avoir des effets désastreux, évidemment, sur les émissions de CO2. Et le dernier point, c'est un sujet d'actualité. Il y a aussi des grands travaux inutiles. L'autoroute A69, le projet d'autoroute A69 pour lequel Thomas Braille, aujourd'hui, a été ces dernières semaines en grève de la faim avec d'autres camarades. Et ça, c'est des sujets dont il n'a pas parlé. Et la fin de la présence militaire au Niger, dans ce pays stratégique du Sahel, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, c'est l'épilogue de plusieurs années, de presque une décennie, en réalité, de plus d'une décennie d'engagement militaire français au Sahel. C'est aussi l'épilogue d'une politique qui n'avait pas d'objectif clair, qui a été menée. Moi, j'ai interpellé le ministre de la Défense, le ministre des Armées dans l'hémicycle, précisément sur la stratégie française en Afrique, incapable de nous expliquer quel était le sens de notre présence, quels sont nos intérêts économiques, quels sont nos intérêts réels. Aucune explicitation. Est-ce que il nous dit là ce soir, moi, les putschistes ont gagné. Ce que j'observe, c'est que le président a choisi de bomber le torse très tôt en expliquant que on ne discuterait jamais avec personne. Et bien sûr, on est aujourd'hui la tête basse à expliquer que bien sûr, on va être obligé de faire ce que les Nigériens nous demandent de faire. Bien sûr, ce sont des autorités de fait, mais il a choisi lui une posture de confrontation. Vous ne voyez pas les États-Unis aujourd'hui dire la même chose, la tête basse. Notre ambassadeur va rentrer à la maison. Non, ils ont pris le monde. Qui avait dit qu'il ne négocierait pas avec les putschistes. Mais par ailleurs, vous savez que par exemple, les putschistes ont gagné. Mais vous savez que la France a cédé des hélicoptères à l'armée nigérienne, par exemple. Est-ce que les hélicoptères français vont rester au Niger ? C'est une bonne question. Non, mais là, écoutez,
Vous pouvez parler en même temps si vous êtes généreux ou charitable, c'est la mode en ce moment, mais en l'occurrence, c'est une soupe. Vous avez d'un côté un président qui explique que les positions du pape pourraient être d'une certaine façon les siennes, et puis en même temps, il explique que il adopte entièrement le langage de l'extrême droite quand il explique d'une certaine façon que les étrangers prennent le travail des Français, puisque c'est quand même ce qu'il dit. Il le dit. On ne va pas quand même dans les filières en tension, on ne va quand même. Il n'a pas dit ça tout à fait comme ça. Il a dit que les filières en tension, ça serait bien que les Français puissent y aller en premier. Absolument, mais vous voyez bien que le raisonnement est bien l'idée qu'il y aurait une éviction des travailleurs français de certains secteurs par des travailleurs étrangers, ce qui n'est évidemment pas le cas. N'importe quel démographe le prouve. Les travailleurs étrangers ou les étrangers, quand ils arrivent, en fait, sont autant des travailleurs que des consommateurs. Ils créent autant de besoins qu'ils en satisfont. Et donc, il n'y a pas de différence de nature entre un travailleur étranger et un travailleur français. Par ailleurs, il a aussi dit, à mon avis, c'est extrêmement grave, que le problème pour nous, c'est que nous aurions un système social généreux. Et il accrédite la thèse de l'extrême droite, d'après laquelle les migrants viendraient à cause du système social, ce qui n'est évidemment pas le cas. N'importe quel démographe. Ils viennent parce que leur vie est menacée, monsieur. Mais je sais bien que vous êtes d'extrême droite. Et je sais que vous êtes d'extrême droite. Mais toutes les personnes qui viennent aujourd'hui sont des. En réalité, tout le monde. Ce ne sont pas forcément des pays en guerre. On peut fuir un pays pour de multiples raisons. Aujourd'hui. Laissez-moi finir ma démonstration, jeune homme, et je vais pouvoir. Je vais vous donner la parole. On va laisser finir. Vous êtes d'extrême droite, c'est un fait bien établi. Et vous êtes d'accord avec monsieur Macron. Vous êtes d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. À vous entendre, Dublin n'existe pas, Frontex n'existe pas, l'Union européenne n'existerait pas déjà. Évidemment que ces choses-là existent. Par contre, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que vous ne pourrez pas dresser des miradors et des barbelés aux portes de l'Europe. Il faut dès à présent travailler sérieusement au développement de pays qui sont des pays de l'Europe. C'est exactement ce qu'il a dit. Emmanuel Macron a conditionné l'aide au développement. Vous voyez bien que les solutions sécuritaires, pour lutter contre l'immigration dans ces pays-là. Pas les pays de transit, mais les pays de départ. Ce ne sont que des solutions sécuritaires. On parlait tout à l'heure de la sortie des armées françaises, de l'armée française du Niger. Très bien. Mais depuis des années au Sahel, nous le disons, nous n'avons pas choisi une politique de développement, nous n'avons pas choisi une politique qui mette au cœur aussi la question de la démocratie. Nous avons laissé se tenir des élections de présidents fantoches qui ensuite ont été renversées. Nous avons contribué par nos choix politiques à discréditer l'idée même de démocratie dans ces pays, alors pourtant que la démocratie est le seul moyen de parvenir à un développement cohérent. Aujourd'hui, on peut agiter les bras et dire que on va agir en européen, mais la réalité, c'est que les traités, les agences de l'Union européenne existent, mais c'est que la politique est mauvaise. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Est-ce que vous regrettez, vous, qu'il n'y ait pas d'insoumis qui rentre au Sénat ? Et bien sûr, moi je regrette qu'on soit dans une situation où des forces politiques qui sont membres de la NUPES n'aient pas voulu se rassembler sur toutes les circonscriptions autour du programme de la NUPES et de listes intégralement NUPES. Je constate que ça a des effets graves, puisque en réalité, si on avait présenté des listes communes stricto sensu NUPES, eh bien, le RN ne serait pas rentré au Sénat. Donc, on a laissé passer la possibilité que l'extrême droite siège en plus grand nombre au Sénat. C'est un premier point. Et puis, par ailleurs, d'autres forces de gauche auraient pu, au sein de la NUPES, auraient pu rentrer au Sénat. Bien sûr, c'est le cas de la France Insoumise. Nous avions fait une proposition d'un accord pour avoir un sénateur, vous voyez, on était modeste, et malheureusement, c'est le sectarisme des autres composantes de la NUPES qui a empêché que tout le monde se fédère autour de ce programme qui est pourtant déjà sur la table. J'espère que c'est une leçon, parce que dans bien des cas, là où on pouvait avoir un deuxième sénateur de gauche, on ne l'a pas eu du fait de la dispersion des forces. Donc j'espère qu'on en tirera les leçons, notamment pour les élections européennes, parce qu'au soir des élections européennes, je ne voudrais pas qu'on puisse dire que c'est l'extrême droite qui est en tête et que nous avons une poussière de force de la NUPES qui serait répartie entre 9 et 11 points, alors que nous sommes en réalité la première force politique de ce pays.